Aujourd'hui, on va sortir le moteur, on va restaurer le châssis et on va aller faire un tour chez le carrossier. Mais avant tout ça, il faut sortir la crémaillère. Alors, on va commencer par enlever la crémaillère. La crémaillère, c'est cette tige qui sert à tourner les roues quand on tourne le volant. Et donc, pour l'enlever, il faut se faire un peu de place avec la roue. Et surtout, on a besoin d'un extracteur de rotule ou d'un arrache-rotule. L'idée, c'est de faire pression sur la partie filetée de la crémaillère pour la sortir de son emplacement qui est relié à la roue. Ça paraît simple comme ça et on se dit qu'on peut juste mettre un ou deux coups de marteau en dessous pour pouvoir la retirer. Alors il faut jamais taper dessus avec un marteau. Alors même si on tape dessus un tout petit peu, on va directement abîmer le filetage et après pour remettre l'écrou, on va galérer comme pas possible, il va falloir le retarauder à moitié, etc. C'est juste pas la bonne idée. Donc l'outil va faire pression à mesure qu'on le visse et la rotule finit par céder. On refait ça de l'autre côté. Et maintenant que la crémaillère est libre, il faut enlever le ressort qui sert au retour du frein à main. Sur les premières générations, le frein à main était lié aux roues avant et non pas aux roues arrière. Donc son emplacement, il était juste derrière la crémaillère. Et une fois la crémaillère à terre, on vérifie les soufflets. Côté rotule, ça va. Mais côté crémaillère, ils sont complètement morts. J'en profite pour démonter les deux bras pour faciliter le remplacement des soufflets. Et comme les boulons sont très galères à enlever et que j'ai pas de clé à choc, eh ben je les ai choqués avec un marteau. D'un côté puis de l'autre. Et maintenant je peux enlever les soufflets juste en tirant dessus. Sur cette restauration, je vais tenter un pari fou. Comme je sais que les cardons ont été changés et que tout ce qui est système de freinage, mâchoire, etc. a été changé, j'ai décidé de ne pas toucher au train avant. Donc je vais essayer de garder les roues, cardans et la boîte de vitesse en place dans le châssis et sortir juste le moteur. L'idée, c'est de ne pas se prendre la tête à tout redémonter si de base tout a été fait à neuf. Et de toute façon, c'était pas prévu dans le budget et c'était pas prévu dans la liste des choses à faire. Donc l'idée, c'est de dissocier, comme on a dit, le moteur de la boîte. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever le support de la boîte pour qu'elle puisse tourner sur elle-même et sur l'axe des roues. Et je la retiens par en dessous grâce à un cric ou une chandelle. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai enlevé les vis qui retiennent la boîte au moteur, on peut voir par cette fente l'embrayage. Donc là, on a le mécanisme d'embrayage, la butée, et le disque et la cloche qui sont directement vissés au moteur. Voilà, maintenant le moteur est libre et dissocié de la boîte de vitesse. Il est toujours à sa place, il est toujours sur ses supports moteurs, même si je les ai un peu dévissés. Donc il bouge, mais il reste toujours à sa place. Parce que j'ai pas de chèvre pour l'instant et mon ami qui devait me prêter la chèvre n'est pas dispo en ce moment. Donc je vais commencer le traitement du châssis en attendant que je puisse sortir le moteur. Pour l'instant, je l'ai juste recouvert avec un sac en plastique parce que j'ai passé le châssis au Karcher et je voulais pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Et maintenant, il faut que je m'attaque au châssis. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur le châssis? Faut qu'on enlève toute la colle séchée qu'ils ont mis de base entre le plancher et les couches d'isolant qu'on met sous le tapis. Et après ça, on va attaquer la rouille de surface. Donc il va falloir qu'on ponce tout ça, et après qu'on traite contre la corrosion, et qu'on refasse une couche de peinture. Alors pour enlever cette colle justement, je commence par prendre un décapeur thermique, je chauffe la colle, et ensuite avec une spatule, je viens taper dedans pour la gratter.
prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément de temps. Et il faut bien sûr le faire partout. Côté passager, côté conducteur, à l'avant et à l'arrière. En gros, partout où il y a des tapis de sol. Ensuite, deuxième étape, la meuleuse. Mon instrument préféré. Donc finalement, mon ami est encore en vacances et il va pas rentrer avant 2 semaines, donc j'ai décidé de faire autrement avec le moteur. J'ai mis des chandelles en dessous du moteur et de la boîte de vitesse, et j'ai commencé par desserrer les supports moteurs à droite et à gauche. Ensuite, on m'a toujours dit qu'un moteur de 4L c'était pas si lourd que ça, et qu'on pouvait le sortir tout seul. J'ai essayé, ça marche, mais je vous conseille pas de le faire. En vrai, ça pèse quand même lourd, et on peut le sortir tout seul, et après galérer avec pour le descendre, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que je l'aurai terminé, totalement révisé et repeint, je vais pas m'amuser à le remettre tout seul, il me faudra vraiment une chèvre pour pouvoir le mettre au bon endroit. Après ça, j'en ai profité pour mettre du convertisseur de rouille et remettre une couche de peinture noire. Et donc voilà le résultat, une fois que le moteur est sorti et que j'ai terminé de traiter le châssis avec du convertisseur de rouille et 2 bonnes couches de peinture noire. Ça a beaucoup plus de gueule, ça fait vachement propre. Je suis content du résultat. Maintenant que le châssis est terminé, on va pouvoir aller chez le carrossier pour voir où est-ce qu'il en est lui de son côté. Alors j'aime bien aller chez lui parce qu'il y a beaucoup de vieilles bagnoles. Petite Porsche 924. À l'intérieur on retrouve un combi Westphalia. Et directement mes 4 petites portes de 4L. Là on retrouve le capot. Et là, mon haillon qui est en train de cuire. Par là, c'est les 2 ailes avant. Et ça, c'est sur quoi il bosse en ce moment. Donc on a du Lada Niva. On a un Nissan Patrol. Enfin, ça ressemble à un Nissan Patrol. Datsun Patrol. On a le combi Westphalia derrière. Sous la bâche, c'est une Mustang cabriolet. Et une petite Mini. Pour ce qui est de la mienne, elle est là. Elle vient d'être finie. Donc là, dites-moi sur la couleur, je pense qu'à l'écran, elle paraît grise, mais elle tire beaucoup plus vers le bleu. C'est toujours difficile de capter la bonne couleur à l'écran. Mais il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Wow, elle est neuve. Je suis trop content du résultat. Maintenant que la carrosserie est terminée et que le résultat est juste sublime, il faut rapidement que je termine le moteur, que je le remette sur le châssis et ensuite que je ramène la carrosserie pour la mettre sur le tout. Bon alors c'est parti pour ce fameux moteur. Je commence déjà par enlever le couvre-culbuteur, ou le cache-culbuteur, ça dépend comment on l'appelle. Je sais pas s'il y a des clés spéciales pour enlever ces boulons, en tout cas je l'ai pas. Donc je commence à la desserrer avec une pince classique et je continue à la main. Une fois que je l'ai enlevé, je commence par vérifier le joint d'étanchéité. Et le joint d'étanchéité a l'air en bon état. Ce qu'il faut savoir sur ce moteur, et je l'avais déjà dit, c'est que j'ai une facture récente qui prouve que le joint de culasse a été changé, et je pense que par la même occasion, le joint de couvre-culbuteur a été changé aussi. On attaque la deuxième vérification, qui est les queues de soupape.
Donc là, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Et à un moment donné, ça va plus. À mon grand désespoir, il manquait une queue de soupape. Et donc il y avait une soupape qui n'était pas reliée au culbuteur. Je pense que c'est principalement à cause de ça qu'elle broutait et qu'elle tournait comme une patate. Et donc j'ai réussi à récupérer et à retrouver la queue de soupape avec son filetage et son écrou que j'ai remis en place. De toute manière, on fera le réglage des culbuteurs à la fin. Là, je suis encore dans la phase de vérification du moteur. Donc, deuxième phase, je vais ouvrir le compartiment de la distribution. Il y a beaucoup de vis et il faut retenir l'ordre des vis, bien sûr. Et effectivement, quand j'ouvre ça, je vois que la distribution a été changée et est en très bon état. Donc ça c'est cool, c'est déjà ça de gagner. Mais par contre, je remarque qu'il n'y avait pas de joint. Donc quand la distribution a été changée, ils ont remis le cache directement sans joint papier. Donc bon, je vais en racheter un et je vais le remplacer. Pour l'instant, je mets juste une seule vis, histoire qu'il reste en position, et je vais m'occuper de ça au moment des commandes. Après, quatrième étape, je démonte le carter d'huile. Pareil, il y a beaucoup de vis de partout. Une fois qu'elles sont enlevées, on tire dessus et ça vient. Pour le carter d'huile, il y avait bel et bien un joint, mais je vais le changer quand même, on ne sait jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de résidu de métal, ni dans le carter, ni sur le filtre de la pompe à huile. Enfin, on n'appelle pas ça un filtre, on appelle ça plutôt une crépine. Donc voilà, on a commencé déjà un premier état des lieux. On a la distribution qui est neuve, donc ça, il n'y a pas de souci. On va pas déculasser parce que ça sert à rien. Même le joint du couve-culbuteur est pas mal. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien sûr commander les joints papier côté distribution et joints caoutchouc côté carter d'huile. On va faire le réglage des culbuteurs, mais avant, on va changer l'embrayage parce que ça, je suis sûr qu'il n'a jamais été changé et que c'est un embrayage d'origine de 1969. Donc tenez-vous bien, ça va être quelque chose. Donc l'embrayage sur la 4L, c'est simple, surtout dans cette position-là sur le moteur. Il faut déboulonner la cloche de l'embrayage du volant moteur. Elle est un peu galère à enlever parce que quand on dévisse sur un côté, on a tout le volant moteur avec le moteur qui tourne, donc il faut quand même le retenir avec une autre clé de l'autre côté. Mais finalement, j'ai réussi à l'enlever. Et une fois qu'on a enlevé la cloche, en dessous, on découvre le fameux embrayage. Donc déjà la cloche, je vous invite à regarder la différence entre celle d'origine et la nouvelle. L'embrayage a littéralement collé sur la cloche. Et là, on a l'embrayage. Il est complètement lisse. Normalement, il y a des rainures partout et de la matière pour que ça grippe. Là, il est complètement plat. Et je pense que comme elle n'a pas roulé pendant un moment à une certaine époque, l'embrayage a collé à moitié sur la cloche et sur le volant moteur. Alors pour changer l'embrayage contre le moteur et encore sur la voiture, il nous faut un centreur. Donc le centreur, c'est ce qu'on va mettre au milieu du volant moteur pour pouvoir centrer l'embrayage sur sa position initiale. Et après, on va venir mettre la cloche au-dessus. Là, moi, comme je l'ai mis sur le plan de travail et qu'il est en position verticale, j'ai moins cette contrainte-là. Et du coup, je suis capable de le faire avec un simple marqueur du bon diamètre pour pouvoir le centrer. Donc première chose à faire, on nettoie le volant moteur. Petit coup de nettoyant frein. On frotte avec une éponge en métal. Ensuite, les résidus, on les enlève à coups de tournevis. On remet un coup de nettoyant frein. On repasse avec du papier. On enlève bien tout ça. Et une fois que la surface est bien plane, on peut remettre notre embrayage. On pose l'embrayage, on pose notre cloche. On la met à sa place parce qu'il y a des petits pics qui doivent rentrer dans des trous bien spécifiques. On remet le marqueur pour pouvoir bien centrer le tout. Et on commence à resserrer. J'en profite pour nettoyer à l'essence un peu les boulons.
histoire d'enlever la crasse et tout le gras qui est autour. Et je resserre ça une première fois à la main. Je referai le resserrage au couple avec une clé dynamométrique à la fin, une fois que j'aurai reçu tous les joints. Alors ensuite, la partie qui vous intéresse tous, c'est le réglage des culbuteurs. Déjà, à quoi ça sert le réglage des culbuteurs? Donc, les culbuteurs, c'est ce qui va venir taper sur les soupapes pour les ouvrir. Maintenant, que ce soit une soupape d'admission ou une soupape d'échappement, elles doivent s'ouvrir à des degrés différents et à des degrés bien précis. Donc, l'ouverture de la soupape va déterminer la quantité d'air et d'essence qu'on va rentrer dans le cylindre et aussi la quantité d'air brûlé qui va s'échapper. Sur ma 4L à moi, avec un moteur 1120, ça se fait en 2 étapes. La première étape, ça se fait à froid. Et quand on le fait à froid, l'admission, on l'ouvre à 0,15 mm et l'échappement à 0,20 mm. Une fois qu'on aura remis le moteur et on l'aura démarré, il va falloir qu'on le resserre une autre fois, et ça s'appelle un réglage définitif. Et là, l'admission sera à 0,18 et l'échappement à 0,25 mm, bien sûr. Alors, comment ça marche? Comme tous les cylindres et donc toutes les soupapes sont liées les unes aux autres, il y a une technique et un ordre pour régler les culbuteurs. La technique, ça se joue avec la soupape d'échappement de chacun des cylindres. Donc on fait tourner le volomoteur pour que les soupapes tournent, et une fois qu'on a l'échappement du cylindre 1 qui est complètement ouvert, on va régler l'admission du cylindre 3 et l'échappement du cylindre 4. Après, on s'attaque au 3e cylindre. Quand on a l'échappement du 3e cylindre qui est à pleine ouverture, on va pouvoir régler l'admission du cylindre 4 et l'échappement du cylindre 2. Après, on passe au cylindre 4. Quand la soupape d'échappement est à pleine ouverture, on va pouvoir régler l'admission du cylindre 2 et l'échappement du cylindre 1. Et pour finir, quand la soupape d'échappement du cylindre 2 est à pleine ouverture, on pourra régler l'admission du cylindre 1 et l'échappement du cylindre 3. Plusieurs jours après, quand j'ai reçu les joints, quand j'ai refait tout le resserrage, j'en ai profité aussi pour peindre le moteur avec de la peinture haute température, bien sûr. Et mon fameux ami qui a la chèvre est rentré de vacances. Donc j'ai réussi à récupérer la chèvre et on va mettre le moteur en place ensemble. Donc voilà mon petit châssis tout beau, tout propre et prêt à accueillir mon nouveau moteur tout beau et tout propre. Je suis trop content du résultat aussi. Donc on baisse la chèvre jusqu'au niveau de la boîte de vitesse. Il faut qu'on incline la boîte de vitesse, donc j'enlève le support qu'il y avait en dessous et je mets un support un peu moins haut. Et après, je joue avec l'inclinaison du moteur et avec la chèvre pour pouvoir l'emboîter dans le bon sens et dans le bon axe. Faut pas trop forcer parce que ça va descendre directement si c'est dans le bon axe, surtout quand tout est propre. Donc on tire la boîte vers le moteur et vice versa. Et une fois que c'est fait, on peut mettre les boulons. Pareil, on les met une première fois juste pour maintenir le tout et poser le moteur sur ses supports moteurs. Et après, on s'occupera du resserrage. Une fois que le moteur est plus ou moins à sa place, il reste le réglage de manière horizontale. Donc j'ai un balancier qui va me servir à régler l'horizontale. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut que je remette le support de la boîte de vitesse pour pouvoir la fixer et la remonter un peu par rapport au niveau du moteur. Par contre, ma caméra n'était pas d'accord avec le choix que j'avais fait et du coup, elle a décidé de se barrer. On en était à remettre le moteur et la boîte sur le châssis. J'attendais que le carrossier me ramène la carrosserie. Et comme on est en Bretagne, on a galéré pendant à peu près 10 jours pour trouver un jour où il ne pleut pas pour pouvoir ramener la carrosserie. Et même ce jour-là, il a plu.
Donc on s'y attaque à deux, on la pose avant et après on essaye de l'avancer le maximum jusqu'au moteur parce qu'il y a des espèces d'encoches qui doivent rentrer à droite et à gauche du moteur. Après j'avais l'impression qu'elle était trop avancée, donc on essayait un peu de la reculer. Alors j'avais déjà mis les bandes adhésives avant qu'il n'arrive avec la carrosserie, comme ça j'avais juste à la poser sur la carrosserie. Et pour tout vous dire, ça s'est fait relativement rapidement. Après bien entendu, une fois qu'elle était à l'intérieur, j'ai remis toutes les vis. Et j'ai commencé donc à travailler sur l'électricité pour pouvoir faire un premier test moteur, parce que jusqu'à présent, j'ai à peu près révisé le moteur, mais je sais pas s'il tourne, je sais pas comment il tourne, etc. Donc on a fait le réglage des culbuteurs, on a fait le réglage de l'allumage, et là, une fois que j'ai ramené la carrosserie, le premier truc que je devais faire, c'était remettre l'électricité en place. Donc là, on voit le faisceau électrique qui est déjà relié d'un côté au moteur, enfin pas à la totalité du moteur, et que j'ai réussi à rentrer à l'intérieur. Et donc là, on a l'ensemble de l'électricité de la 4L de l'intérieur. Donc là, le tableau de bord, et après tout ce câble-là qui suit, c'est les feux arrière, les feux de plaque, etc. De ce côté-là de la baie moteur, il n'y a pas beaucoup d'électricité, donc j'ai passé les câbles principalement pour le démarreur, pas forcément pour l'alternateur parce que je ne l'ai même pas remonté au niveau du démarrage. Donc c'était vraiment pour le démarreur et pour pouvoir donner du jus aux bougies, pour voir si le moteur pète et si on a quand même une explosion suite à ça. Donc une fois cette étape de câblage terminée, j'avais juste à remettre le collecteur d'échappement et d'admission avec le carburateur au-dessus, parce que oui, ça a besoin d'essence aussi pour péter, et j'ai mis la batterie à côté. Et donc je vous promets que c'est le premier démarrage, elle a démarré comme ça. Donc première réussite, le moteur tourne bien, il a l'air de tourner carré. Jusqu'à présent, pas de problème. J'ai pas encore testé l'embrayage, la boîte de vitesse et les cardans, etc. parce que pour ça, il va falloir que je la sorte. Mais étant donné que je n'ai ni frein, ni câblage à l'intérieur, ni tableau de bord, ça va être compliqué. Donc je me suis attaqué à ça. J'ai remonté aussi par la même occasion le filtre à air, le carburateur, l'alternateur. J'ai fait la purge pour le système de refroidissement. J'ai remonté la deuxième aile aussi. Sur le mètre cylindre, j'avais une fuite sur l'un des joints, donc je pompais dans le vide, j'avais plus de frein. J'arrivais pas à changer ce joint-là, donc finalement j'ai racheté tout le mètre cylindre pour 25 € sur le bon coin. Sinon, j'ai monté aussi le tableau de bord, le levier de vitesse, le volant, le démarreur, le frein à main aussi, l'ensemble des pédales, parce qu'au test moteur, j'avais pas de pédales. J'ai mis aussi le réservoir et le tube de remplissage. Et j'ai aussi eu le courage de mettre les deux vitres, les deux vitres arrière de la carrosserie, les cataphotes, je sais pas comment on les appelle. C'était pas si galère que ça finalement. J'ai perdu notamment ce rush-là où je remets les vitres, donc c'est une technique, vous la retrouverez sur YouTube quelque part. Mais en gros, on met une ficelle dans la rainure du joint de la vitre, et après on tire dessus de l'intérieur de la carrosserie pour pouvoir épouser la forme, et que justement ce joint-là, quand on tire sur le fil, va venir épouser la forme de la vitre. Mais vous trouverez ça très facilement. De mon côté, après ça, j'ai pu enfin faire un test route.
enfin un mini test route vraiment pour essayer les freins très rapidement, pour essayer l'embrayage principalement et la boîte de vitesse, voir si les cardans tournent, si ça bloque pas quelque part, si j'ai pas monté l'embrayage à l'envers. Figurez-vous que ça arrive, faut pas rigoler. Par contre, le test que j'ai fait, il est en échappement libre. Donc écoutez ce bon vieux moteur V8 américain. Après ça, elle a calé, elle a pas voulu redémarrer et finalement c'était un problème de richesse. Donc le moteur, le mélange au niveau du carburateur était beaucoup trop riche, donc j'ai réglé ça et maintenant elle roule parfaitement. Après, la grosse partie des vidéos que j'ai perdues est aussi liée au remontage, donc aux finitions. Vous n'aurez malheureusement pas toute la partie comment je remets les baguettes, comment je remets le capot, comment je remets les feux, etc. Mais en gros, c'est l'inverse de ce qu'on a fait jusque-là. Mais le gros problème sur une deuxième génération, comme sur une première, vous me direz, c'est le manque de pièces. Donc j'ai galéré à retrouver les entourages, donc les cadres de vitres arrière en métal, parce que les premières générations étaient en métal, quand on avait l'espèce de joint chrome sur les vitres. J'ai galéré aussi à trouver un cardan de la bonne génération. Apparemment, il y en a 3 qui sont sortis sur ces générations-là. Sur celle-là, c'était un 61 cm,7. L'astuce pour le mesurer, c'est qu'on doit le compresser. Donc on le compresse contre un mur et on mesure combien ça donne avant de le commander. Donc il y en a un ou deux qui sont introuvables, comme le mien. Et j'ai fini par le trouver pas loin, donc sur une caisse donneuse. J'ai eu beaucoup de chance. C'est là où j'ai récupéré toutes les petites garnitures de l'intérieur de la voiture. C'est là où j'ai récupéré le ciel de toit parce que le mien était trop flingué à la fin. C'est là où j'ai pu récupérer notamment les petites babioles à droite à gauche, comme justement le gicleur de lave-glace. On le retrouve pas et donc je l'ai retrouvé sur cette voiture-là, qui aura finalement beaucoup servi et elle aura eu plus d'une vie. Je sais pas à qui elle a appartenu, je l'ai trouvée sur le bon coin, je connais pas l'historique, mais en tout cas, elle m'a bien servi à bien dépouiller et à remonter la mienne. Maintenant, pour ce qui en est du bilan. Alors, si vous voulez acheter une 4L vraiment pour vous faire plaisir au quotidien, sans trop galérer à chercher la pièce, avec des pièces qui coûtent pas trop cher, etc., je vous conseille fortement d'acheter une 3e génération, et de préférence à partir des années 80. Parce qu'avant, vous allez galérer à trouver la pièce. Les technologies utilisées n'étaient pas normées, donc on a beaucoup changé. On a changé de taille de cardan, on a changé de taille de boîte de vitesse, on a changé plein de choses. Ça a commencé à être vraiment normé à partir de la fin des années 70, début des années 80. Par contre, si vous voulez vraiment restaurer une première ou une deuxième génération, parce que effectivement, c'est les deux plus mignonnes de la gamme des 4L, attendez-vous à avoir quelques petites mésaventures comme ça de recherche de pièces. Et donc là, on est en 2023, mais je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo en 2030, mais il y aura encore moins de pièces. Bon, en tout cas, a priori. J'avais initialement prévu entre 5 et 6 mois de restauration. Finalement, ça a duré 1 an et demi. C'est pas un scoop, mais voilà, une restauration tient jamais dans les clous. Et pour le bilan financier, à la fin, j'en ai eu pour 7 000 €. Donc 7 000 € en tout sur 1 an et demi pour la restauration de la voiture. Alors, elle est dans un état proche de l'état concours, mais elle l'est pas, parce que j'ai gardé les chromes d'origine, et donc les chromes d'origine avaient quelques chocs, quelques coups. Mais si j'avais racheté tout le set de chrome neuf, donc les pare-chocs, plus les baguettes latérales, les baguettes de bas de porte, etc.,
j'en aurais eu pour à peu près 1000 €. Donc pour une complète, il faudrait compter 8000 €. C'est un choix, j'ai gardé celle d'origine, mais bon. Donc jusque là, ça m'a coûté 7000 €, tout compris, avec 1 an et demi d'effort. Par contre, ça a été une école, je pense qu'on ne trouvera jamais une meilleure école quelque part, parce que ça nous apprend vraiment à toucher à tous les organes d'une voiture, que ce soit la suspension, la direction, le moteur, la boîte de vitesse, l'intérieur, l'électricité, etc. Mais d'ici là, eh ben, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, et on se revoit très bientôt sur Rock'n'Roll. Ciao!